vous emprunte le micro un petit instant. Voilà. Donc je donne tout de suite la parole à Dominique Coq, conservateur général honoraire des bibliothèques, qui a été la cheville ouvrière de ce catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de Bourgogne. C'est à vous. Merci beaucoup, Madame Arroyo. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est de ce catalogue qui vient de sortir dont je vais vous parler et qui constitue le 22e volume d'une collection entreprise depuis 1979, ça nous pousse, par le ministère de la Culture, les catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, qu'on abrège habituellement en CRI, CRI. Cette entreprise est publiée par les éditions Aude-Rose et la direction scientifique en est assurée par le Centre d'études supérieures de la Renaissance, dont j'ai plaisir à Tours, dont j'ai plaisir à remercier Pierre Aquilon, la cheville ouvrière depuis 40 ans maintenant, de cette entreprise. Comme son nom l'indique, cette entreprise, cette collection était menée région par région. Les régions de l'époque, bien entendu, avant la réforme de 2016, créant les grandes régions. C'est donc de l'ancienne région Bourgogne qu'il est question dans ce volume, et commencé dans les années 1980 par la regrettée Marie-Françoise Damongeau, que certains ont connue lorsqu'elle était conservatrice à la bibliothèque municipale de Dijon en début de carrière, avant de partir à la Bibliothèque nationale en 88. Et c'est ensuite Louis Torchet, alors directeur de la bibliothèque municipale d'Autun, qui a pris le relais en 1997 jusqu'en 2003, lorsqu'il a demandé sa mutation pour l'Aquitaine. Et j'ai achevé le travail à partir de 2016, au moment où j'avais pris ma retraite à Semur-en-Ossois. Quelques chiffres d'abord, avant de vous montrer des images plus attrayantes. Plus de 1000 exemplaires sont conservés dans... oui, c'est maintenant, voilà. 1000 exemplaires, correspondant à 877 éditions différentes, sont conservés en Bourgogne, dans 25 établissements de conservation. J'utilise volontairement ce terme vague d'établissement de conservation parce qu'il n'y a pas que les bibliothèques qui conservent des livres anciens et des incunables, mais également des dépôts d'archives, en l'occurrence les dépôts d'archives départementales de Saône-et-Loire et de Lyon, pour la Bourgogne, des sociétés savantes, la Société éduenne d'Autun, la Société archéologique de Sens, et même une abbaye, Notre-Dame de Cîteaux, en conserve un. Donc 25 établissements de conservation, mais seulement 5 d'entre eux conservent 84% des exemplaires. La bibliothèque municipale de Beaune, où se trouve la plus grosse collection, 257, près du quart de total. La bibliothèque de Dijon, 253, presque le même nombre. La bibliothèque d'Autun, 177. La bibliothèque d'Auxerre, 140. Et la bibliothèque de Semur-en-Ossois. La répartition de ces incunables est géographiquement disparate. Sans surprise, c'est le département de la Côte d'Or, le cœur de l'ancien duché, que sont conservés la majorité des exemplaires. 614, loin devant la Saône-et-Loire, 225, et Lyon, 216, presque à égalité. Quant à la Nièvre, qui conserve 10 incunables, tous conservés à la bibliothèque municipale de Nevers, la seule qui en possède dans le département, elle représente moins de 1% du total. Alors l'intérêt majeur des CRI, c'est de révéler aux chercheurs, aux historiens, au public, les pépites de chaque région dans différents domaines, provenance, décor, notes manuscrites, rareté bibliographique. Alors on ne possède pas en Bourgogne un exemplaire de la Bible de Gutenberg, mais il y a quand même beaucoup de raretés bibliographiques insignes. Donc je vais vous citer quelques-unes.
Sur les 1000 exemplaires, Incuna conservés dans la bibliothèque de Bourgogne, 168, donc près de 16%, sont connus à moins de 10 exemplaires dans le monde, et dont 21 paraissent uniques dans l'état de nos connaissances. Ce sont des unicats. J'en présente 4 particulièrement intéressants. Celui-ci qui est un petit, enfin non, qui n'est pas un petit, qui est un manuel de grammaire intitulé Libellus Grammatices, dû à un nommé Petrus Christianus, et qui est unique à plusieurs points de vue. C'est non seulement le seul exemplaire connu de cette édition, mais le traité de grammaire qu'il contient est complètement inconnu, même des manuscrits. De même que le mystérieux Petrus Christianus qui en est l'auteur. Or, il ne s'agit pas d'un petit in octavo ou in quarto de quelques feuillets qui auraient pu disparaître, comme tant d'autres petites plaquettes au cours du temps. C'est un in-folio, un bon in-folio de 50 feuillets provenant de l'atelier chablisien de Jean le Rouge, dont on ne connaît que 3 autres impressions. Cet exemplaire est conservé à la bibliothèque d'Avalon, qui conserve pas mal de trésors. On parlait de livres d'heures tout à l'heure et d'Antoine Vérard. En voici un extrait qui se trouve aux archives départementales de Lyon, livre d'heures d'Antoine Vérard, qui en a publié quantité au XVe et au XVIe siècle, vers 1485-89. Ce volume, non. Ces fragments se trouvent conservés aux archives départementales de Lyon. Encore un livre d'heures, ou plutôt un extrait de livre d'heures, les 7 psaumes en français, translatés au plus près du latin, encore une édition d'Antoine Vérard, plus tardive, celle-ci, de la fin du siècle, conservée à Semur, à la bibliothèque municipale. Et comme vous le voyez, la cote manuscrit 97 montre bien qu'on pensait à l'époque qu'il s'agissait d'un manuscrit, parce qu'il était, imprimé, pas imprimé, il était sur un support de parchemin avec toutes sortes de rubrications et de lettres ornées qui faisaient penser au manuscrit. Ici, nous sommes en présence d'un exemplaire encore unique, toujours, mais en mauvais état, des coutumes du pays de Nivernais et du Donziais, donc la région de Donzy, dans la Nièvre, et dont les caractères font penser qu'il a été publié à Lyon, mais on ne sait pas par quel imprimeur. En tout cas, postérieurement à 1494. Et cet exemplaire se trouve à Auxerre. Mais comme vous ne l'ignorez pas, les exemplaires imprimés par les premiers typographes sortaient des presses en feuilles, brutes de décoffrage, pourrait-on dire. Et c'était au client, selon ses moyens, de faire relier son exemplaire par un artisan spécialisé, ou le faire rubriquer pour effectuer des marques de repérage facilitant la lecture, ou plus rarement de le décorer par des artisans enlumineurs, comme pour les manuscrits. De le customiser, on dirait maintenant. Ces livres enrichis deviennent ainsi, pour ainsi dire, uniques, et non pas un des multiples représentants anonymes et uniformes d'une édition tirée à plusieurs centaines d'exemplaires, comme c'était le cas à l'époque des imprimés, des premiers imprimés. Je vous montre maintenant quelques exemplaires enluminés particulièrement spectaculaires. Parmi les 120, il y en a 120 que j'ai repérés en Bourgogne. Là, une édition d'un livre juridique imprimé à Venise par Nicolas Janson, dont on parlait tout à l'heure, en 1480, conservé à la bibliothèque de Beaune, avec à la première page un grand en-tête peint aux armes de Philibert de la Ferté et du Mont, avec 2 personnages sur des escargots, portant chacun les armoiries de la famille, dont on trouve l'écu écartelé au bas de la page.
et le tout dans un décor floral enluminé. Là, il s'agit d'un autre décor floral sur les marges de la... Pardon, je m'aperçois que je parlais hors du micro. Vous m'avez entendu jusque-là? Donc un autre exemplaire enluminé avec une initiale Q dorée sur fond bleu, avec un décor floral dans les marges, et en particulier dans la marge de queue, avec un faucon encapuchonné, avec la devise Opto Diem, c'est-à-dire je choisis mon jour. Elle est conservée, cet exemplaire est conservé à la bibliothèque de Dijon. Ici, c'est une initiale H bleu sur fond fleuronné rouge, surmonté des armoiries de Guillaume Bataille et de sa femme Marguerite Bonvalot, des personnages d'une grande famille beaunoise, avec les initiales G et M de leurs prénoms respectifs. Cet exemplaire est conservé à Beaune. Là, il s'agit d'un exemplaire sur une Bible imprimée par Anton Koberger, un grand imprimeur de Nuremberg dont on conserve beaucoup d'exemplaires. Là, c'est une Bible imprimée en 1479, conservée à Chalon-sur-Saône, avec cette belle initiale F bleu, avec décor végétal sur fond or, et dans les marges, décor à rinceaux de fleurs et de feuillages. Enfin, les armoiries de Laurent Bureau, un carme, entre deux enfants nus tenant ces armoiries, dans un décor floral, un peu rustique, on pourrait dire, sur les sermons de carême, imprimés en 1477 par Gehring, Kranz et Friburger, les premiers typographes qui ont introduit l'imprimerie à Paris. Et cet exemplaire se trouve à la bibliothèque de Semur. Ce Laurent Bureau, j'en dis deux mots, il est né vers 1448 à Liernay, près de Saulieu, et est mort en 1504. Il était d'une très modeste famille et il est entré très jeune. Il a été repéré par le curé du village qui l'a fait entrer chez les Carmes de Dijon, envoyé à Paris pour y poursuivre son studium, ses études à l'université, parce qu'il était très doué. Il obtient le bonnet de docteur en théologie en 1490. Puis il est élu provincial de Narbonne dans l'ordre des Carmes. Il se lie avec le petit milieu humaniste de Paris et de Lyon, devient le confesseur de Charles VIII, puis de Louis XII, et il devient évêque de Sisteron en 1499. Une belle carrière pour ce carme bourguignon. Et il légua plusieurs de ses livres au couvent de Semur et de Dijon, dont 6 incunables, souvent ornés de ses armoiries, comme ici. Mais ce n'est pas le seul possesseur de renom dont on trouve la trace sur les incunables bourguignons. Parmi les provenances notables, je signalerai en premier lieu 2 humanistes assez célèbres qui ont possédé l'un après l'autre un exemplaire de l'Astrolabium de l'astronome bavarois Engel, Johannes Engel, imprimé à Venise en 1494. Alors on y voit sur la page de titre la signature de P. Ramus, Pierre de la Ramée, un philosophe anti-scolastique converti au calvinisme et qui a été tué lors de la Saint-Barthélemy en août 1572. L'ouvrage avait appartenu auparavant à Nicolas Maillard, né vers 1486 et mort en 1565, un docteur en théologie rouennais, devenu helléniste et correspondant d'Érasme, dont on distingue la devise en grec. Voilà, ta ano zeteite, une citation de saint Paul, datée de 1525. L'ouvrage se trouve maintenant dans les collections de la Société archéologique de Sens. Là, c'est un exemplaire du
proprietatibus rerum de Barthélemy Langlais, le propriétaire des choses, parvenu à la bibliothèque municipale de Dijon, et qui a appartenu au poète truculent que vous connaissez, Étienne Taboureau des Accords, 1549-1590, qui était procureur du roi au bailliage de Dijon, et qui a laissé sa devise « À tous accords », que l'on voit voilà, ici. Et en bas, il y a une petite figure amovible qui permet de représenter le personnage souriant ou triste, selon qu'on ouvre les volets. Là, il s'agit d'un autre carme moins connu, un carme qui était à Semur, Jean Lambert, qui a légué à sa mort en 1537 une quinzaine de livres à son couvent de Semur, dont 10 incunables, et qui a la particularité d'avoir parsemé ces volumes d'une multitude de notes, d'une belle écriture ample, je dirais pas assez lisible, mais enfin quand même, on la lit assez facilement, où il parle de sa vie, de l'origine de ses parents, de son état de santé, de là où il en est de sa lecture, et à quelle date, et surtout, information très précieuse, quand et où il a acheté le livre et à quel prix. Ici, il s'agit d'une longue note manuscrite de sa main, mais il y en a des centaines dans les volumes qui lui ont appartenu, se terminant par Nunquam recedat liber de manu tua, donc que jamais ce livre ne tombe de ta main, donc, sur un feuillet des œuvres latines de Pétrarque, imprimé à Bâle par Johannes Amabach en 1496. L'exemplaire se trouve à la bibliothèque de Semur. Alors c'est sur les gardes et les contre-gardes de ces incunables que l'on trouve des mentions manuscrites intéressantes, curieuses ou amusantes que nous ont laissées les anciens possesseurs. Ainsi, cette quittance de vente de livres en 1509 par un libraire de Bourges, André Bernard, restait complètement inconnu des historiens et même de Malcolm Wasby, qui a fait récemment un volume sur un dictionnaire des imprimeurs et libraires provinciaux du XVe, XVIe siècle. Il n'en connaissait l'existence. Je, André Bernard, libraire à Bourges, connois et confesse avoir eu et reçu de vénérables scientifiques personnes, monsieur Mestre en François Tullier, docteur, la somme de 12 sous tournois à cause de la vendition et achat de ce présent livre, nommé le maître des sentences, de laquelle somme dessus dite je le quitte. En témoin, mon saint Manuel, ici mis, le 27e jour de janvier 1509, André Bernard. Il s'agit encore d'une de ces nombreuses et précieuses mentions d'achat et de prix qui permettent de se faire une petite idée du commerce du livre au XVe, XVIe siècle. Et elle se trouve sur une édition du livre des sentences de Pierre Lombard, imprimée par Koberger, encore lui, en 1481, à la bibliothèque municipale d'Auxerre. Là, on trouve aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui des slogans politiques. La prise de possession du duché de Bourgogne par Louis XI en 1478 n'a pas toujours été bien acceptée par les Bourguignons, et l'on trouve dans quelques volumes divers témoignages de leur attachement à l'ancien duché. Ainsi, cette mention manuscrite Vivant Burgundi Vive les Bourguignons, qu'un lecteur a mis un lecteur du XVe, XVIe siècle a mis dans un volume de la bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois. Et d'ailleurs, un autre exemplaire de Semur a une autre mention analogue, Vivant Edoui, mais pas de la même main, c'est un autre indépendantiste bourguignon qui a sévi sur ce livre. On apprend sur un exemplaire de la bibliothèque municipale de Beaune que les orgues de Notre-Dame de Beaune, justement, ont été construites en 1448 par Jehannin Dumay de Dijon et qu'elles ont coûté 340 livres. Alors on se demande comment il se fait que quelqu'un
un lecteur d'un incunable imprimé en 1460, je crois, a éprouvé le besoin d'indiquer cela 50 ans après, et dans des termes très précis, à tel point qu'il met 340 livres et demi-muit de vin, c'est environ 136 litres de vin. Donc le vin faisait partie de la somme qui était donc convenue. Ah, alors, tout je vais remettre. Voilà. Le vin est omniprésent dans ces livres bourguignons. Il y a des mentions plus amusantes, comme celle-ci sur un Barthélemy d'Anglais de 1492, conservé à la bibliothèque de Charolles. Alors on lit cette amusante exhortation. « Ô Gouin, Gouin, tu bois trop de vin. Pourquoi bois-tu tant? Tu n'as point d'argent. » D'ailleurs, c'est le vin qui est aussi invariablement la récompense de celui qui retrouve un livre perdu et le rend à son légitime propriétaire. Les formules de demande de restitution sont très nombreuses, en effet, car on tient précieusement à ces livres à cette époque. Les formules d'anathème, fréquentes sur les manuscrits, perdurent sur les incunables. Le voleur de livres est menacé d'être pendu ou de périr en enfer, sinon pire, s'il ne rend pas le livre. Des mentions plus discrètes sont également intéressantes pour les pratiques d'atelier. Ainsi, celle-ci à l'encre rouge, précisément parce que c'est le rubricateur, donc le rubricateur écrit en rouge, comme son nom l'indique, qui fait le récapitulatif de son travail afin de se faire payer par le commanditaire. 311 lettres, donc 311 lettres ornées, rouges, initiales, paraphe 800 signes de paragraphe qu'on appelle dans le jargon pieds de mouche, et qui servent à baliser le discours, baliser le texte. Elle se trouve dans une édition du Rationale Divinorum Officiorum de Guillaume Durand, dont on parlait tout à l'heure précisément, et celle-ci imprimée à Lyon en 1481. L'exemplaire est conservé à la bibliothèque de Dijon. Mais il n'y a pas que des mentions manuscrites que nous ont laissées les anciens possesseurs. On trouve aussi des dessins comme celui-ci. Ah, je n'arrive pas à le... Voilà. Un homme coiffé d'un turban, portant une arquebuse au contreplat, d'une édition... Pourquoi il y a la... Oui, il faut que j'enlève ce... Voilà. Oui, je ne sais pas pourquoi. Oui, théoriquement, voilà. Ah. Ça ne fait qu'avancer. C'est étrange. Oui, allez-y. C'était celui-là. Avant. Encore avant. Voilà. Et ensuite, voilà. Mais vous le faites bien. Merci. Alors c'est celui d'avant dont je parlais. Donc c'est le dessin d'un homme coiffé d'un turban, comme vous le voyez, portant une arquebuse. Il a l'air un peu là, hein, au contreplat supérieur d'une édition des Épîtres familières de Pie II, imprimée par Koberger, toujours lui, en 1496, conservée à la bibliothèque municipale de Sens. Là, il s'agit d'un dessin à l'encre d'un autre homme d'armes. Et ce qui est curieux, c'est la copie qui est à côté, qui fait penser à un dessin d'enfant imitant le dessin original, en quelque sorte, et qui se trouve à la première garde d'un recueil d'éditions parisiennes des années 74-75, à côté de la mention à Pierre Perrault, demeurant à Dijon. Et l'exemplaire se trouve à la bibliothèque de Dijon. Voici encore trois portraits, dont l'un d'un homme humant une rose, dessiné au feuillet blanc d'une édition vénitienne de 1482 des épigrammes de Martial, conservée à la bibliothèque de Beaune. Mais on trouve aussi des estampes collées sur les contreplats. Je vous en montre deux exemples particulièrement rares.
Là, il s'agit d'une grande gravure au burin représentant la Vierge à l'enfant par le maître flamand W.A., qu'on ne connaît que par ses initiales, qui a travaillé à la cour de Charles le Téméraire. C'est un très beau tirage, à grande marge, que ne connaissaient pas nos collègues du département des estampes de la BNF. Elle a été collée au contreplat d'une édition des œuvres de Lactance, imprimée à Venise en 1472 et conservée à la bibliothèque de Beaune. Une autre estampe gravée à l'eau forte, cette fois, l'autre était au burin, représentant Saint Jérôme dans la grotte de Bethléem, signée d'Edme Charpie, un graveur français du XVIIe siècle, et qui est également inconnu à la BNF. Elle était collée au contreplat du plat inférieur d'une édition des œuvres de Virgile, imprimée par Koberger en 1492 et conservée à Dijon. Alors on a toujours l'espoir de dénicher des trésors, comme disait Delille, dans les défaits de reliure ou les contre-gardes de livres anciens restés dans leur jus. Et c'est le cas de beaucoup de volumes de cette collection bourguignonne. Il y a très peu de livres provenant de collections de bibliophiles qui n'ont eu de cesse que d'enlever les reliures originales et les gardes qui les protégeaient pour les mettre dans des belles reliures, certes, mais alors dépourvues de tout témoignage ancien qui sont très précieux pour nous. J'ai relevé, parmi les divers incunables de la région, près d'une centaine de feuillets isolés utilisés comme garde et contre-garde. Je ne vous en montre que 4 exemples. Là, il s'agit d'un feuillet d'un livre de chant manuscrit sur parchemin du XIe siècle, qui a été utilisé comme contre-garde d'un incunable à la bibliothèque de Beaune. Encore un manuscrit musical, un antiphonaire du XIIe siècle cette fois, avec des neumes. C'est l'office de Sainte-Agathe qui a été utilisé comme contre-garde d'un incunable à la bibliothèque de Dijon. Là, c'est un bifeuillet sur parchemin qui a été utilisé comme contre-garde et garde et contient un extrait de la version de la chronique du pseudo-Turpin en français, datant du début du XIIIe siècle. Il se trouve à Beaune, la bibliothèque municipale. Enfin, je termine par un imprimé, mais alors du début du XVIe siècle cette fois. Là, on ne voit que 2 pages, mais en fait, il y a 8 pages formant une feuille, dans le livre d'heures de petit format, IN 32, à 19 lignes, vraisemblablement imprimé à Genève au début du XVIe siècle, avec 2 vignettes gravées sur bois, la Nativité et la Visitation. Et il formait la contre-garde d'un exemplaire d'une édition vénitienne de 1496 conservé à Auxerre. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut... J'ai présenté quelques highlights, pourrait-on dire, de la collection bourguignonne. Il y en a plein d'autres. Mais là, il faudra les voir sur place ou en consultant celui-là. Et c'est le rôle de ces catalogues régionaux d'incunables que de montrer tout cela. Ce sont des choses inconnues que personne n'a relevées jusqu'à présent. Et cumulées, ça forme une masse très utile pour l'historien du livre, pour l'amateur, pour tout le monde en général. Voilà, j'en ai terminé. Si vous voulez poser des questions à Madame Henriot ou moi-même. Allez-y. Que celui-là marche. Oui, si, c'est bon. Voilà, fonctionne. Ça fonctionne ? Oui. Bonjour, Rémi Cordonnier, Saint-Omer. Question pour Fabienne. Par rapport au goût, au tropisme de la langue française, j'ai cru voir aussi que dans les volumes qui étaient évoqués, beaucoup d'entre eux étaient potentiellement illustrés. Je me demandais s'il y avait aussi un tropisme pour la recherche d'incunables avec image, on va dire, ou si c'était vraiment complètement anecdotique.
Alors effectivement, la question de l'illustration est très importante, pour deux raisons. La première, c'est que elle va donner de la valeur. Les figures qui sont souvent gravées sur bois vont souvent donner de la valeur aux incunables. Et je pense particulièrement à Ambroise Firmin Didot, au milieu du siècle, puisque la vente de sa bibliothèque, c'est 1874, je crois, qui collectionne les livres à figures, et notamment donc 15e, 16e siècle, principalement des incunables. Et qui va mettre sa belle collection de livres à figures à la portée de Brunet, pas le Brunet dont j'ai parlé, mais l'autre, le fameux Jacques-Charles Brunet, le libraire, pour l'illustration de la 3e ou 4e édition, je ne sais plus, du manuel du libraire. Et puis l'autre raison pour laquelle l'illustration est importante, c'est que enfin, vous l'avez compris, il y a beaucoup de débats autour de la naissance de l'imprimerie. Et bon, même quand tout le monde a fini par admettre que c'était Gutenberg à Mayence, donc en Allemagne, malgré, voilà, avec tout le dépit que peuvent en concevoir certains Français, certains ne s'avouent pas vaincus. Et à la toute fin du siècle, je pense à Henri Bouchot, au département des Estampes, lui, il va reprendre la question, mais complètement à rebours. Il va plus s'inquiéter des imprimés, il va regarder les bois gravés. Et il va prouver que la gravure sur bois est une invention... Enfin, il va essayer de prouver, de manière très maladroite d'ailleurs, que c'est une invention française, et que si on n'avait pas su imprimer des images, on n'aurait jamais pensé à imprimer des livres. Donc, ok, c'est Gutenberg, mais quand même, les Français avaient... Sans l'innovation française, les Allemands n'auraient pas su faire. Voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment à la toute fin. L'exposition de la gravure sur bois, c'est 1902. Donc... il y a comme ça une espèce de remous, et du coup cette question de l'illustration, elle va servir finalement de support à de nouveaux discours sur l'histoire du livre et l'histoire de l'image. Voilà. Donc effectivement c'est très important. J'ajouterais pour ma part, parce que je me suis consacré très longtemps aux incunables en français, dont j'ai fait un corpus sur 40 années, je m'aperçois que beaucoup d'entre eux sont illustrés. Donc ça va un peu ensemble. De même que en Allemagne, les éditions illustrées à Bamberg par Pfister sont sur des éditions vernaculaires. Bonjour. Allô, oui, Mathieu Gerbeau, Bibliothèque de Bordeaux. Donc merci pour cette présentation très riche. Et ma question pour Fabienne Henriot, je me demandais, donc vous montrez que Gutenberg disparaît des consciences, il a dû mettre beaucoup de temps avant de ressurgir dans la mémoire collective, mais il faudrait que je relise plus précisément ce qu'on dit. Par exemple, je pense il fait quand même l'objet d'hagiographie dès le XVIe siècle, et je pense à Tevet, par exemple, dans La vie des hommes illustres. Il est quand même célébré, et de manière importante. Enfin, son rôle est quand même identifié, me semble-t-il, dès le XVIe siècle. Comment ça se conjugue avec la redécouverte tardive de ses œuvres ? Merci. Alors je pense que... Alors vous avez raison, il y a une mémoire survivante. Elle s'éteint encore un peu au XVIe siècle, elle s'éteint au XVIIe. Alors ça ne veut pas dire qu'au XVIIe, au XVIIIe, on ne connaît pas de TV et qu'on lit encore, bien sûr. Mais je pense que ça a rejoint une sorte de fiction à laquelle on ne sait pas très bien quel crédit porter, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a aussi des histoires concurrentes. Ce que je décris pour le XIXe siècle, ça commence avant. Et à la fin du XVIe siècle, en Hollande, les historiens bataves poussent aussi leur candidat, qui est Laurent Coster, donc, à Haarlem. Et ça, c'est vraiment dès la fin du XVIe siècle. Donc au bout d'un moment, en fait, tout est embrouillé. Plus personne ne sait quoi penser. Et on finit par complètement laisser de côté tous ces noms, parce que finalement, l'affaire est très difficile à trancher. Et de fait, dans les histoires du livre qu'on a à partir de la fin du XVIIe siècle, Jean de la Caille, Chevalier, etc., on s'aperçoit que l'affaire est totalement devenue opaque. On ne sait plus, on ne sait pas. Et donc il n'y a même plus aucun nom qui sort. Ou plutôt d'en sortir plein, on n'en sort plus aucun. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça qui se passe.
Et puis, c'est des mémoires qui sont localisées aussi. Hein, je veux dire, je pense que dans les chroniques allemandes qu'on étudie au XVIIIe siècle, le nom de Gutenberg, il ressort quand même plus vite qu'en France, au XVIIIe siècle. Que plus on avance au XVIIe siècle, plus le brouillard s'épaissit. Exactement, voilà, c'est ça. Pierre-Manuel Guiret à Besançon. Pour le mot incunable, je crois que c'est contemporain des catalogues de vente que vous nous avez montrés tout à l'heure, du XVIIIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ? Ah non, c'est antérieur. Alors, le mot incunable... Voilà, alors justement, c'est pour ça que je vous reposais la question. C'est compliqué. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça, s'il vous plaît ? Le mot incunable, il est tardif. Alors, il apparaît... il est proposé... j'ai plus la date en tête, mais je me semble que c'est au XVIIe siècle, peut-être à la fin du XVIe. Pardon, j'ai oublié. Fin du XVIe, merci. Il apparaît, mais il prend pas, quoi. Il s'enracine pas dans le langage. Et au temps de Van Pratt, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, au temps des premiers collectionneurs, McCarthy et Dourche, etc., on parle des premières impressions. Ça, c'est vraiment l'expression, premières impressions. Et le mot incunable, il va arriver avec Marie Pelchet, en fait. Vraiment, on est à près 1870-80. Enfin, alors, on le voit de temps en temps. Mais il fait pas l'unanimité, il fait pas consensus, en fait. Je pense que... c'est surtout en Allemagne qu'il est effectivement, oui, tout à fait. Plus qu'en France. Plus qu'en France. Et en France, il va s'imposer vraiment en 1880. Merci. Mais c'est un symptôme aussi du fait qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle. Enfin, il y a un problème de délimitation parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est l'année 1500 qui fait la délimitation. Mais en réalité, autant de Marie Pelchet, elle dit allons jusqu'à 1530, décrivez, quand elle correspond avec les bibliothèques, décrivez tout ce que vous avez imprimé jusqu'en 1530, puis on fera le tri, quoi. On ne sait pas exactement comment caractériser ces livres, et ça va avec le problème de nom. Hein. La définition et le nom, ça va ensemble, en général. J'avais une deuxième question, si je peux enchaîner. Dans ce que j'ai lu dans l'histoire de l'édition française, il y a deux dynamiques assez différentes pour l'impression des incunables. Il y a les savants avec les éditions des textes scientifiques, et puis il y a les libraires, les commerçants. Par exemple, à Lyon, il y a un aspect commercial très marqué. À quel moment est-ce qu'on s'intéresse à ça chez les savants? Je vous laisse répondre. Mais il y a eu, au départ, en effet, en France en tout cas, les premiers imprimeurs ont été des humanistes. On fait travailler Guillaume Fichet, Heinlein, à l'atelier La Sorbonne, Guéring, Kranz et Friburger, dont on parlait tout à l'heure. Ils ont publié donc quantité, il ne faut pas rien exagérer, d'éditions de textes humanistes, Lorenzo Valla, j'en passe, des éditions de Cicéron, etc. Et puis après, ça n'a pas trouvé vraiment son public, et ils sont repliés, pour ainsi dire, sur du courant. Des éditions scolastiques, religieux, juridiques. Les Lyonnais, eux, ne sont pas passés par cette phase humaniste de l'imprimerie. Buyer a commencé tout de suite par des livres courants et des livres en français. Il a publié, parmi les premiers livres en français, c'est à Lyon qu'on les a publiés. Des livres donc commerciaux qui se vendaient. Tandis que les premiers livres, je ne crois pas que les premières éditions humanistes des éditeurs parisiens de l'atelier de la Sorbonne aient eu été publiés à beaucoup d'exemplaires.